tarder, je vais vous présenter notre conférencier de ce soir. Donc, Dr. Gilles Lavigne a complété sa formation en médecine dentaire à l'Université de Montréal, en médecine buccale à la Georgetown University de Washington, son PhD à l'Université de Toronto et sa formation postdoctorale en neuropharmacologie de la douleur au NIH Bethesda, USA. Il est professeur à l'Université de Montréal et chercheur au CIUS du nord de l'île de Montréal ainsi qu'au CHUM. Il a coédité 4 livres et publié plus de 220 articles de recherche ou de synthèse sur la douleur et le sommeil, le bruxisme et l'apnée du sommeil. Donc, il est président de la Société canadienne sur le sommeil et de la Société canadienne de la douleur. Il a été président de la Société canadienne sur le sommeil et de la Société canadienne de la douleur. Il est membre du Conseil de l'Académie canadienne des sciences de la santé et a été jusqu'à tout récemment aviseur au groupe de travail canadien sur la douleur de Santé Canada. Il détient un doctorat honoris causa de l'Université de Zurich et il a même été décoré de l'Ordre du Canada. Donc, vraiment, c'est un honneur pour moi de vous présenter ce soir et de vous accueillir ici. Sans plus tarder, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Dr. Bérubé. La voix rentre bien? Oui, parfait. C'est un plaisir d'être avec vous tous ce soir. J'ai une passion de mieux comprendre la physiologie, la médecine du sommeil et aussi les liens avec la douleur. Étant dentiste, on est régulièrement confronté avec la douleur. J'ai eu la chance de pouvoir jumeler les deux. La présentation va se dérouler par phase. Au début, je vais dire un peu pourquoi on dort, comment on dort, après comment on évalue le sommeil. Et à la fin, on va voir différentes maladies de sommeil avec des conseils. C'est une conférence qui doit être axée surtout sur le médecin, le clinicien. Donc, c'est pas un cours avancé en sommeil ni en douleur. Fait que j'espère que ça va vous plaire. Autre information, pour moi, il est 9 heures du soir. Je suis présentement à Sao Paulo au Brésil. Fait que je rentre à Montréal demain. Apparemment, la température est un peu spéciale. J'ai rien à déclarer en lien avec cette présentation, mais on doit toujours faire cette déclaration. Et la première partie, pourquoi et comment on dort. Donc, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le sommeil, ce n'est pas le coma, ce n'est pas l'anesthésie. Ça peut sembler un peu bizarre que je mentionne ça, mais il y a plusieurs années, quand on a commencé à faire de la recherche clinique sur le sujet, on se faisait dire OK, c'est le sommeil, non, mais les gens sont déconnectés. Non, on n'est pas déconnecté. C'est un état comportemental et physiologique, le sommeil. On est désengagé, mais partiellement du milieu externe. C'est l'opposé, évidemment, de la vigilance. La vigilance implique que tous les circuits supérieurs du cerveau, le cortex, le thalamus, tout fonctionne. On va voir tout à l'heure qu'on garde quand même des fonctions de base lors du sommeil pour maintenir la respiration et des fonctions de vigilance pour maintenir la survie. Donc, on dort pourquoi? Ça peut vous sembler évident, mais thermorégulation, il faut qu'on ajuste notre température corporelle. Donc, le sommeil donne une période de repos, une période de récupération physiologique et biochimique. À titre d'exemple, quelqu'un qui a un problème cardiaque, mais c'est important qu'il dorme bien, ça favorise la guérison musculaire. Du côté santé mentale, c'est important de dormir. Les muscles aussi ont besoin, donc une bonne balance énergétique. Du côté du cerveau, pendant différents stades de sommeil, il y a un genre de mise à niveau, d'équilibre synaptique qui se fait. Et il appelle ça un synaptic reset. C'est une hypothèse de travail d'un Italien qui travaille aux États-Unis. Et plus récemment, ils sont arrivés avec l'hypothèse que pendant certaines phases de sommeil, il y a des processus de lavage cérébral. Donc, le cerveau aurait la capacité de se débarrasser, de se défaire de certaines substances qui ont été cumulées. Et ça se fait surtout par les cellules qu'on appelait, quand moi j'étais étudiant en neurosciences, les cellules de support des neurones, les grands dominants. Mais on sait maintenant que les cellules gliales, les astrocytes, ont des rôles excessivement importants dans l'inflammation, plusieurs maladies, et ainsi de suite. Les fonctions immunitaires du sommeil, c'est largement débattu. Pendant toutes les campagnes de vaccination,
les gens se sont toujours demandé est-ce qu'on peut travailler avec le sommeil, est-ce que le sommeil peut potentialiser, augmenter l'effet des vaccins. C'est excessivement difficile. Il y a autant de réactions différentes au système immunitaire avec la condition personnelle des gens. On est dans une période de médecine personnalisée. Et pour le sommeil, une chose qui va fonctionner avec une personne ne fonctionnera pas nécessairement avec l'autre. Et ça, c'est un message que je vais répéter tout le temps. Il y a des phénotypes. On a chacun des niveaux de réaction et on sait maintenant qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans la même boîte, dans le même panier. Stabiliser l'humeur, on va voir une diapo tout à l'heure, c'est bien connu que dormir en bas de 4 heures, ça a des effets sur l'humeur. Et pour les pilotes américains, ils ont fait des études avec simulateurs de vol et ils se sont rendus compte que des jeunes en santé, s'ils dormaient moins de 6 ou 7 heures, il y avait plus d'accidents, plus de mauvaises décisions au niveau des militaires. Donc, on sait très bien maintenant que la durée du sommeil est excessivement importante. Et là, je ne parle pas des résidents en médecine, c'est un autre gros dilemme qui dépasse le but de la présentation. Et du côté santé mentale, le rôle de la mémoire. Le sommeil favorise la consolidation de la mémoire. Comme je dis souvent aux étudiants, la pire chose à faire, c'est d'étudier comme un singe savant et d'aller faire son examen sans avoir dormi entre les deux. On a besoin de minimum 3 cycles de sommeil léger, profond, vers le sommeil paradoxal pour vraiment consolider la mémoire et les apprentissages. Donc, le sommeil est un état où on filtre le monde extérieur. On garde toujours notre processus de survie et ça se fait en mode cyclique. On va le décrire dans quelques secondes. Et je me répète, dormir n'est pas un état d'anesthésie ni le coma. Mon papa est anesthésiste dans la région de la Chute et je le taquinais toujours avec ça. Et il me disait, mais oui, mais quand on dort, on dort. Je dis, non, papa, quand on dort, on filtre l'information. Et ici, c'est un exemple pour qu'on comprenne bien, ça illustre l'éveil. Et on voit que tous les circuits fonctionnent un peu comme l'autoroute 50 entre Montréal et Gatineau. Et la circulation se fait bien, tout va bien. Mais pour garder les systèmes actifs, on a aussi des systèmes reliés à la vigilance qui sont à d'autres fonctions moins exécutrices. Donc, on a les fameuses ondes sensorielles motrices et les ondes émotives du cerveau. Et on a plusieurs neurotransmetteurs qui sont impliqués dans la vigilance. Et on va voir que pendant le sommeil, mais il y a comme une isolation, il y a une séparation qui se fait. Et on est beaucoup plus en mode thalamus vers le tronc cérébral où sont nos fonctions de survie. Et là, on a un changement drastique dans l'activation de l'histamine, de l'acétylcholine, de la sérotonine, de la norépinéphrine. Et tous ces circuits-là changent. Et ce qu'on doit maintenir ici, c'est la respiration, le contrôle de la posture, le contrôle de base face à la douleur et le son, comme on va voir tout à l'heure. Donc, à l'éveil, ici, j'ai illustré avec un collègue, on est en mode effervescent où toutes nos fonctions cortico-thalamiques vers l'exécution des mouvements ou la réception d'informations, tout fonctionne de façon bilatérale. Mais quand on dort, on a comme un écluse, on a comme un barrage qui va réguler à quel moment l'information peut arriver et quel type d'information peut arriver. Et on appelle ça un gating, c'est un barrage. Et quand le retour de l'information se fait du tronc cérébral du thalamus vers le cortex, à ce moment-là, on enregistre, nous, en laboratoire et en clinique du sommeil, avec des électrodes sur la tête, des retours d'activité cérébrale. On a un retour d'activité cardiaque, une augmentation du rythme cardiaque et on a un retour du tonus musculaire. Ces micro-éveils durent 3 à 15 secondes et on en a à peu près 8 à 15 par heure de sommeil. Donc, quand vous dormez, votre cerveau va filtrer pour quelques secondes ce qui se passe. Un micro-éveil n'est pas un réveil. On n'en est pas conscient. Donc, notre système de protection, c'est un système qui fonctionne en gros à tous les 20 à 40 secondes. C'est un système qui nous protège. On est tous des champions de ça. Nos ancêtres qui n'avaient pas un bon fonctionnement de ce système-là ont été
mangés par un ours, attaqués par un loup ou ont gelé l'hiver, se sont pas réveillés pour remettre du bois. Et ça, c'est associé à un fight or flight, là, c'est qu'on court ou on attaque, on réagit. Ce système-là est cyclique et moi, j'ai baptisé ça un système de coucou pour qu'on puisse bien le comprendre. C'est un concept qui peut sembler abstrait, mais cliniquement, on doit être capable de transférer l'information. Et ce système-là fonctionne un peu comme si le coucou sort de sa boîte, tout est correct, il n'y a pas besoin de crier, il rentre dans sa boîte. Mais si quelque chose d'anormal est filtré par un cerveau qui dort, donc qui continue à percevoir les changements de température, continue à percevoir les sons autour de lui, mais là, le coucou s'active et on a le micro-éveil, retour de l'activité musculaire, retour du rythme cardiaque, respiration qui s'accélère, le cerveau qui se met en action. Mais encore une fois, on n'en est pas conscient. Les gens qui souffrent de douleurs, comme la fibromyalgie, le chronic widespread pain, les douleurs musculo-squelettiques diffuses, auraient 50% plus souvent d'activation de ce système-là. Un sujet qui nous intéresse beaucoup, Jacques Monplaisir et moi, à l'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal, c'est le bruxisme du sommeil. Et on a vu que chez les gens en bonne santé, sans apnée de sommeil, sans autre problème, la majorité des épisodes de bruxisme surviennent justement quand le système se met en mode visiter le monde extérieur. Donc, c'est là qu'on a plus de mouvement des jambes, qu'on a plus de mouvement des mâchoires, plus de grincements. Quand on dort, la structure du sommeil, vous devez peut-être vous rappeler de ça avec vos cours, on est à l'éveil, on tombe dans le sommeil léger, stade 1 et 2, sommeil profond, stade 3 maintenant, qui est fusionné, 4, 3 et 4. Et là, on arrive dans une phase de sommeil paradoxal. Le mot paradoxe, c'est que le corps est paralysé, comme paralysé, mais en réalité, il n'est pas paralysé, il est en hypotonie. On n'est pas paralysé parce qu'on peut réagir en une fraction de seconde. Et ce sommeil rapid eye movement se distribue environ 3 à 5 fois pendant une période de sommeil de 7 à 9 heures. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le premier tiers de la nuit est la période où on récupère. C'est la période avec les stades profonds, le stade N3, c'est dominé par des ondes lentes du cerveau. Et quand nos grands-mamans, nos grands-papas disaient « va te coucher avant minuit, sinon tu grandiras pas », c'est vrai. Les hormones de croissance, la mélatonine, ils sont reliés à notre horloge biologique. Et le dernier tiers de la nuit, c'est la période dominante de sommeil paradoxal. On va voir l'importance de ça avec les rêves. Et ça, c'est vraiment dans les minutes avant de se réveiller. Salvatore Dali a souvent mentionné que son inspiration venait des rêves du petit matin. Et il s'inspirait beaucoup dans ces thèmes-là. Et ici, c'est un rêve où lui, il avait laissé une grenadine près de sa table de nuit. Il y avait une abeille qui tournait autour. Et dans son rêve, l'abeille était devenue finalement un animal agressif. Et il y avait un rêve où il voyait une dame qui était à risque d'être attaquée, probablement par l'abeille, et il y avait au loin un éléphant. Et tout ça montre que la période où on a des rêves en sommeil paradoxal, en sommeil REM, le petit matin, ce sont souvent des rêves plus créatifs. On rêve dans tous les stades de sommeil et c'est difficile des fois de se rappeler d'un rêve. Les rêves s'effacent aussi rapidement qu'ils sont arrivés. Moi, j'insiste beaucoup auprès des résidents cliniques. Quand un patient parle constamment d'un rêve, qui revient constamment avec un rêve qui est associé avec un traumatisme, mais c'est idéal de référer en psychologie à ce moment-là. Et il faut vraiment accepter que la personne peut-être se confie entre le jour et la nuit, où elle, dans son sommeil, elle retraite une partie de l'information et c'est un truc à garder en tête. Vous savez tous qu'on dort plus ou moins 24 heures, mais la réalité est tout à fait différente. Qui a inventé le rythme de 24 heures? Pendant des années, les Européens ont essayé de créer une horloge qui serait précise et les mathématiciens et les scientifiques ne s'entendaient pas, ce qui n'est pas nouveau. On a vu en mode COVID, il y avait des opinions différentes. Mais un jour, il y a un groupe de financiers qui ont créé l'heure de Greenwich. Et ils ont créé ça pour les trains et les bateaux, pour que tout le monde soit à l'heure. Mais on est biologiquement différents. Et il y a des gens qui vont dormir 23 heures 50 minutes et il y en a d'autres qui vont dormir 24 heures et 12 minutes.
Et ça change dans le temps, influencé par la lumière et ainsi de suite. Donc, il y a des matins que si vous êtes quelqu'un à 24:00, vous allez vous réveiller des fois avant votre cadran, puis des fois, vous allez vous réveiller après votre cadran. Donc, c'est pas rigide 24 heures. On fonctionne avec les bruits de l'environnement, on fonctionne avec la lumière. Tout ça, ça influence des gènes qui contrôlent notre horloge. Oups, je m'excuse. Qui contrôlent notre horloge biologique. Et la lumière influence un noyau à la base du cerveau, le suprachiasmatique, qui, lui, règle notre horloge biologique. Comment font les aveugles? Ils fonctionnent avec le bruit. Ils fonctionnent avec l'environnement. Ils développent un autre type de sensibilité. Chose importante à se rappeler pour nous tous et pour nos ados, on a un pic d'endormissement 2 et 4 heures du matin. Peu importe ce qu'on va faire, une personne normale va s'endormir. Ce qu'il faut savoir avec l'âge, c'est souvent la période entre 2 et 4 heures du matin où les gens plus âgés vont se réveiller. Et avec l'âge, c'est normal de se réveiller à l'occasion, d'avoir des réveils la nuit, 1, 2, 3 fois. Et c'est une chose qu'on doit expliquer aux gens après la quarantaine. Il y a souvent des patients qui nous consultent complètement paniqués avec ça. Le milieu de l'après-midi est une autre période où on a beaucoup d'endormissement. Et on a ça dans les réunions au travail, on peut avoir ça aussi au volant. Donc, ce sont deux périodes associées de mémoire à des accidents de voiture aussi, à des processus de prise de décision moins bons. Quand on parle des ados qui font la fête, même s'ils n'ont pas pris d'alcool, s'ils conduisent à ces heures-là, c'est une période à haut risque. Donc, plus d'éveil avec l'âge, il faut bien comprendre qu'il y a des changements. Notre processus circadien, régulé par la lumière, les bruits extérieurs, fait qu'on est en phase plus calme pendant le sommeil et en phase de plus en plus éveillé jusqu'au milieu de la journée. Et là, on commence à se rendormir pour induire le sommeil. Et ça, c'est notre rythme circadien de plus ou moins 24 heures. Ça se superpose avec un processus homéostatique, qui est un processus physiologique. Et c'est ce qui fait qu'on dort. Et ici, plus on cumule de fatigue au cours de la journée, mais plus la pression du sommeil va s'additionner au rythme biologique. Et si on fait une sieste trop longue ici, mais on vient de bloquer cette pente, et là, on a plus de misère à s'endormir et la nuit est moins profonde. On va reparler des siestes vers la fin. Donc, j'ai illustré tout à l'heure tous les circuits du tronc cérébral qui nous gardent actifs. Quand on dort, on est en mode économique, mais un mode qui n'est pas complètement inactif. Et une des substances qui nous garde éveillés, c'est l'orexine, qui a été découverte il y a une vingtaine d'années aux États-Unis à Stanford. Et cette substance-là est excessivement importante et la nuit, il faut qu'elle se balance vers un calme relatif. Et on voit ici, il y a un système de flip-flop. Les ingénieurs aiment beaucoup ces notions-là. Et il y a une série de circuits qui fait que pour dormir, mais il faut vraiment mettre la switch, l'interrupteur à off, et ça se fait par un changement. J'ai mentionné qu'il y a plusieurs neurotransmetteurs, la dopamine, noradrénaline, sérotonine. La dopamine, il y en a très peu qui est active durant le sommeil, sauf quand on se réveille. Noradrénaline serait associée à la norépinéphrine, à la régulation au début du sommeil paradoxal. La sérotonine, on le voit avec les gens qui prennent des antidépresseurs, à la profondeur du sommeil, augmenter les ondes lentes. Et il y a certains antidépresseurs qui vont même contribuer à diminuer l'apnée du sommeil. Dans les muscles qui ne dorment pas, évidemment, ça nous prend un muscle de la respiration. Notre diaphragme ne dort jamais. On voit ici notre palais. Il y a une diminution d'à peu près 80% de l'activité en sommeil paradoxal, une atonie presque totale. On voit des muscles intercostaux qui vont être réactivés au besoin. Donc, le diaphragme est un muscle de survie. Il est toujours actif et ce n'est pas un muscle qui est inactif pendant le sommeil. Un autre muscle serait le stapedius. Ça, c'est des études chez les animaux. Et c'est un muscle qui nous aide à filtrer le son, qui a un rôle pour atténuer la vibration du malléus. Mais ce muscle-là ne doit pas dormir. Et chez l'animal, avec des microélectrodes, ils ont vu que ce muscle-là restait toujours actif. Donc, on filtre le milieu extérieur. Pour la douleur, on a comparé ici la perception d'un son avec une vibration. Un son, si on veut réveiller quelqu'un,
et on rentre dans la chambre de quelqu'un et qu'on dit, bon, comme mon petit-fils s'appelle Luca, si je dis Luca, réveille-toi, c'est un ado, il va probablement, il est habitué à ma voix, filtrer le son comme étant pas important. Mais si je touche l'épaule de Luca, là, j'ai une double modalité. Là, je rentre dans son système de micro-éveil, dans son système de vigilance. Et on voit ici qu'on a à peu près 30% de réponses en sommeil léger. On a très peu de réponses en sommeil profond et en sommeil paradoxal, c'est variable parce que le sommeil paradoxal peut être stable ou phasique. Mais la douleur, elle, ça vient jouer dans notre système de survie et la douleur, elle est équipotente au travers des stades de sommeil. Donc, une stimulation douloureuse va provoquer une réactivation du système de coucou, des systèmes de micro-vigilance, de micro-éveil. Et ça, c'est une série d'études qu'on a fait en Italie, que j'ai fait avec Pierre Maillet au CHUM avec du salin hypertonique, des protocoles acceptés par les comités d'éthique. On dort 6 à 9 heures. Il y en a parmi nous, on est des petits dormeurs, mais la majorité des gens dorment entre 7 et 8 heures. Dormir moins de 6 heures, comme j'ai mentionné, plus grand risque d'erreur. Plus de 9 heures, je ne parle pas 1 ou 2 fois par semaine, quelqu'un qui toujours dort plus que 9 heures, évidemment, un risque cognitif. Il y a des débats, ce que ça peut être associé à des cancers, c'est pas très clair encore. Les gens sont pas totalement d'accord parce qu'il n'y a pas une seule cause au cancer. En semaine, on a tendance à dormir un peu moins que la fin de semaine, mais les grandes heures de sommeil, souvent la fin de semaine, peuvent être associées à des douleurs. J'ai mentionné qu'avec l'âge, il se passe quelque chose entre 35 et 50 ans où on se réveille plus souvent, ce qui est physiologique et normal, et passé 25 à 30 ans, on perd beaucoup de puissance du sommeil récupérateur. Donc, c'est normal qu'on devienne plus fatigué. Et si par-dessus ça, on met la ménopause, si par-dessus ça, on met un surmenage au travail, mais il y a des systèmes physiologiques qui changent. Les hormones de croissance, la même chose. Donc, 2 âges à retenir, autour de la 40-50 ans et autour de 25-30 ans, il y a des changements qui se font et il faut les accepter. Combien de jours on peut diminuer notre sommeil? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler aux résidents. Un résident qui dort juste 4 heures pendant 3-4 nuits va être moins social, va être plus fatigué, va être plus agressif, va commencer à avoir plus de sensations d'inconfort, soit de la douleur généralisée, soit des problèmes d'estomac, de la douleur lombaire, et ainsi de suite. Donc, c'est une étude qui a été faite à Harvard avec des résidents en médecine. Il n'y a aucune évidence que c'est des sujets totalement idéaux et normaux. L'étude a été reproduite dans d'autres modèles avec des populations générales. La perte de sommeil, ici, c'est une perte de sommeil totale dans un protocole. Et on a vu que les femmes sont plus sujettes à avoir un système de contrôle de la douleur. Le contrôle descendant de la douleur fonctionne moins bien chez les femmes que chez les hommes avec la perte de sommeil. Donc, il y a un cercle vicieux qui s'installe de la douleur qui peut intervenir avec le sommeil et le mauvais sommeil qui peut augmenter la douleur de jour. Maintenant, on sait par les évidences probantes que c'est plus le mauvais sommeil qui va influencer la douleur le lendemain, où le patient devient très sensible, devient hyperalgésique. Maintenant, si on réussit à avoir un sommeil optimal par les suggestions que je vais vous présenter tout à l'heure, est-ce que c'est un effet qui dure longtemps? C'est un effet qui dure à peu près 3-4 heures le matin. Vers l'heure du midi, l'effet d'un bon sommeil, entre autres chez un douloureux chronique, va faire que cet effet-là est perdu. Chez quelqu'un en bonne forme, il n'y a aucun problème, il va passer au travers de sa journée. Donc, souvent, ça prend d'autres techniques. Il faut que d'autres techniques prennent la relève quand les gens ont des problèmes. Et ce n'est pas que la durée du sommeil, mais il y a aussi l'efficacité du sommeil. L'efficacité du sommeil, c'est le pourcentage de temps que vous dormez quand vous êtes dans votre lit. Et ça influence la cognition, ça influence le raisonnement. Et il faut vraiment bien balancer la durée, mais aussi la qualité, que le système de coucou ne s'active pas trop souvent. Un paradoxe, ici, c'est une étude faite par une de mes collègues à Sao Paulo, je suis présentement, avec qui on collabore. Et ce que Dr. Achol a trouvé, c'est que les femmes avec douleur et à la période post-ménopause, le fait qu'il y ait tellement de douleur, elles collapsent, elles tombent endormies, mais il y a un processus un peu vicieux. Si elles dorment trop longtemps,
elles sont plus sujettes à avoir de la douleur le lendemain. Donc, il faut balancer, oui, avoir un bon sommeil, mais il faut trouver la durée idéale. Et ce n'est pas tout le monde qui a la bonne durée. Donc, trop de sommeil peut amener de la douleur, pas assez, ça peut amener de la douleur. Donc, il faut trouver l'équilibre. L'analgésie placebo. Ici, je vais prendre quelques secondes juste pour mentionner que tout ce qu'on dit à un patient, ce qu'on dit à nos enfants, ça continue à être traité par le cerveau quand on dort. On a fait une série d'études à l'hôpital du Sacré-Cœur où on a provoqué de l'analgésie par conditionnement en influençant les personnes. Et pendant le sommeil, on appliquait des douleurs thermiques qui étaient identiques la nuit où on disait qu'ils recevaient une substance contrôle et une nuit où on leur disait vous allez recevoir une crème analgésique. Et en réalité, ils avaient toujours la même substance et on avait fait un conditionnement avec un protocole assez important, mais la nuit où les gens étaient convaincus qu'ils avaient reçu la crème analgésique, et ce n'était que des mots, c'était la même crème, les gens se sont réveillés en disant qu'il y avait eu moins de douleur au cours de la nuit, que leur sommeil avait été de meilleure qualité et qu'ils se sentaient moins anxieux le matin. Donc, il faut comprendre que les choses qu'on manipule vont avoir un effet sur le sommeil. Le cerveau traite l'information auditive, mais traite aussi l'information émotive. Ici, grande surprise, les femmes ont des effets délétères pour la perte de sommeil. Les femmes gagnent dans l'effet placebo. Donc, les femmes vont mieux intégrer ces informations-là pour récupérer pendant le sommeil. Comment reconnaître un mauvais sommeil? Mais ici, on a un paradoxe. C'est au mois d'avril, on a de l'eau sur un lac gelé. Donc, c'est à bien distinguer. Première chose à faire, il y a des questionnaires. Moi, avec les patients au CHUM, on fait remplir lors de la consultation par le téléphone du patient, avec le téléphone du patient, le questionnaire d'endormissement. Chez les femmes, la fatigue. L'endormissement est chez l'homme, la fatigue dominante chez les femmes. Le Stop Bang, qui est un questionnaire. Ça nous permet de dépister l'apnée. L'insomnie, Charles Morin, avec ses collègues, a développé un questionnaire qui est très sensible, très valide. Le rapport du conjoint est important. Quand on a besoin d'enregistrer, on peut enregistrer à la maison ou à l'hôpital, mais de plus en plus, tout se fait à la maison et on compte le nombre de micro-éveils, la durée du sommeil, le nombre de fois que le patient a été réveillé, les mouvements des jambes, les arrêts respiratoires et ainsi de suite. Mais ne pas oublier que les problèmes de fatigue n'arrivent jamais seuls. Et ici, on voit que la fatigue, elle est souvent concomitante avec la fibromyalgie, les douleurs lombaires, les côlons irritables, les maux de tête. Donc, j'insiste, la fatigue, il faut en tenir compte. Cliniquement, on peut aussi reconnaître un patient à risque s'il est rétrognate, s'il est d'un poids un peu plus haut que la normale, un homme passé 50 ans, une femme passée 60 ans, un index de masse corporelle trop élevé qui varie selon les risques, un cou trop large, évidemment, le plus à risque, c'est toujours un homme. Et on peut regarder les voiles du palais pour classer la grosseur des amygdales, les piliers palatins, mais tout ça nous aide à être plus sûr d'envoyer un patient pour établir la priorité de façon à accélérer l'examen au labo de sommeil. Donc, si vous êtes un clinicien que vous référez un patient, documentez votre cas. La personne s'endort partout. La personne se lève 3 fois par nuit pour aller faire pipi. C'est un signe d'apnée. La personne se réveille le matin avec des maux de tête. C'est un signe d'apnée. Elle dort partout, leg port. Le stop bang, il va vous donner un score. L'examen au niveau du palais, au niveau des amygdales, la rétrognathie et ainsi de suite. Il y a un petit appareil qui a été développé à Ottawa, le MediBite par Braben. Nous, on utilise beaucoup cet outil-là en recherche. Moi, les enregistrements de sommeil sont faits par les médecins au labo de sommeil pour les patients. Mais en recherche, maintenant, on utilise de moins en moins le labo de sommeil. Et ces appareils-là, ici, nous permettent de mesurer la respiration, le rythme cardiaque, la position du sommeil. Et on peut aussi enregistrer un muscle, soit les jambes, si on a des mouvements des jambes, ou soit le bruxisme, le masséter, pour faire une analyse un peu plus profonde. Quand le cas a besoin d'aller plus en détail, mais là, on va en labo de sommeil, surtout pour les patients avec des maladies neurologiques.
L'avantage de ce système-là, MediBite, j'ai aucun lien avec la compagnie, là, c'est qu'ils ont des médecins qui vont faire le scoring du sommeil. Donc, pour les gens en région éloignée, les médecins qui n'ont pas accès aux grands centres, c'est un outil extraordinaire. Donc, maintenant, la gestion, mais avant, il faut reconnaître les différents troubles. On va parler de l'insomnie, troubles respiratoires, troubles du mouvement et malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps, mais les autres problèmes. L'insomnie, difficulté à s'endormir, à maintenir le sommeil. Ça arrive au début de nuit, milieu de nuit, fin de nuit. Donc, l'insomnie du petit matin. 10 à 30 ça augmente avec l'âge, présence de comorbidité, la douleur, ainsi de suite. Troubles respiratoires, le ronflement, qu'on connaît bien. Beaucoup de ronfleurs peuvent présenter de l'apnée du sommeil, fatigue chez la femme, somnolence chez l'homme. Mais il y a une condition intermédiaire entre les deux, la résistance des voies aériennes supérieures. Donc, le RERA, il faut en tenir compte, le Upper Airway Resistance Syndrome, qui est associé à de la fatigue, qui est une ancienne terminologie. Les mouvements périodiques des jambes, des bras et des jambes, surtout des jambes, 8 à 10 de la population. Le grincement des dents, 8 à 12 de la population. Et on a d'autres maladies plus rares, le body rocking, des gens qui se bercent. Le REM Behavior Disorder, qui est une maladie assez grave qui peut nous aider à diagnostiquer un patient avec des troubles neurodégénératifs. À peu près 30 des patients qui présentent ce problème-là vont agir pendant leur sommeil REM de façon à exécuter leurs rêves. S'ils s'imaginent qu'ils jouent au golf, ils vont jouer au golf dans le lit. Donc, ça, mon collègue, mon plaisir, ces patients-là, il les fait évaluer en détail en neurologie, parce qu'à peu près 30 d'eux peuvent développer des dégénérescences neuronales, du Parkinson, de la démence, à peu près 3 à 5 ans, et ça peut aller jusqu'à 70 et plus après 6-7 ans. Donc, l'insomnie, difficulté à s'endormir, la norme maintenant, c'est plus de 30 minutes. Ici, soyez indulgents avec vos patients qui font des siestes. Il faut souvent ajuster, surtout si les gens sont retraités. Difficulté à reprendre le sommeil si la personne se réveille en pleine nuit pour aller faire pipi, puis elle n'est pas capable de se rendormir, et réveille trop tôt le matin. J'ai mentionné la prévalence, 10 à 30 Pour faire le diagnostic, il faut que ça soit présent 3 fois par semaine durant 1 à 3 mois, donc ça a un impact. Ça ne dérange pas tous les patients. J'ai des patients qui se réveillent tôt le matin, et moi, je trouvais qu'ils ressemblaient à des insomniaques qui m'ont dit, docteur, je veux pas que vous me référiez à un psychologue pour ça. Je veux pas aller en labo de sommeil. J'ai déjà fait ces démarches-là. Moi, j'adore ça, me réveiller tôt le matin. Je nourris le chien. Je vais voir le lever du jour. Je reviens dans mon lit. Je redors 80-90 minutes. Je suis heureux comme ça. Donc, faut que ça dérange la personne. Donc, tout ça a des effets sur l'humeur, alcool, prise de drogue et évidemment la douleur. En ce qui concerne la douleur, c'est à peu près 4 patients sur 10 dans les cliniques de douleur qui ont des troubles de sommeil. Le plus dominant, l'insomnie. 13 fois plus de chances d'avoir un diagnostic positif. L'apnée du sommeil et les impatiences musculaires à l'éveil qui sont associées au mouvement périodique des membres, à peu près un patient sur 3. Donc, gardez en tête les comorbidités. Maintenant, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on conseille aux patients? L'environnement de sommeil. Idéalement, avoir un environnement calme, peu de bruit. De l'air frais dans la chambre. Au Québec, c'est difficile l'hiver. En Ontario aussi, ça peut être difficile l'hiver, mais essayez d'avoir de l'air frais. La chambre le plus noire possible. Il y a des gens qui n'ont aucun problème à dormir dans une chambre avec de la lumière, mais il y en a d'autres qui ne dorment pas bien. Le téléviseur ou l'ordinateur, autant que possible, pas dans la chambre. Ça émet une lumière bleue. Si la personne doit travailler en soirée, il y a des lunettes qui filtrent la lumière bleue. Donc, c'est un conseil à donner aux patients, un conseil à vous donner à vous-même. Et la chambre à coucher ne doit pas être un lieu de négociation. C'est un lieu pour dormir, un lieu pour discuter, lire un peu avant de s'endormir, les techniques de base. Si après 20 à 30 minutes, la personne ne s'endort pas, ce que Charles Morin suggère, c'est sortir du lit, aller lire avec une lumière de faible puissance, pas d'ordi, pas de téléviseur. Mes patients qui se réveillent à 4 heures du matin, coucou, ils sont réveillés et là, ils vont voir leur ordi et ils disent, je ne peux pas me rendormir. Mais oui, mais là, tu viens de t'exposer à la lumière bleue. Deuxième chose, tu viens de te rebrancher en état de vigilance. Se détendre, la musique douce. J'ai des patients qui font du yoga, de la méditation. Toutes ces techniques-là ont des valeurs.
en autant que la personne les fait. Avoir des routines. On oublie toujours qu'on est théoriquement des primates, on est sur deux pattes, et essayer de se dormir, se coucher, se réveiller à peu près aux mêmes heures. Et là, ici, soyez pas trop rigide. Si vous commencez à vous endormir vers 10 heures, mais essayez d'aller vous coucher entre 10 heures moins quart, 10 heures 30. OK? Et évitez les extrêmes. On n'a pas le choix si on a une fête de famille, le Nouvel An, Noël, ainsi de suite, mais on ne peut pas faire ça de façon répétitive. On n'est plus des adolescents. Ne pas calculer sa performance. Il y a des patients qui surveillent leur téléphone intelligent pour savoir s'il est toujours bien chargé. Okay? Et accepter que la qualité du sommeil fluctue de nuit en nuit. On ne dort pas toujours parfaitement bien. Le rituel avant de dormir envoie un message au cerveau. Brosser les dents, brosser les cheveux, passer la soie dentaire. Je suis dentiste, je ne peux pas la manquer, celle-là. Il y a des gens qui ont besoin de vérifier. Ils vont vérifier les fenêtres, les loquets aux portes. Bon, donnez-vous une routine avant de dormir. C'est pas idéal d'aller partir une brassée, ça va faire du bruit, vous allez entendre la machine qui va pip, 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 vous avertir que la brassée est terminée. S'il y a une sieste dans la journée, Charles Morin suggère pas plus de 20 minutes, car ça réduirait la pression du sommeil, le processus homéostatique qui contribue avec le rythme circadien à dormir, mais ça, c'est débattu. Pourquoi? Les mini-pauses dans la journée. Beaucoup de cliniciens vont faire des power naps. Un power nap, c'est parfait pour récupérer l'énergie, mais c'est comme un morceau de chocolat. Ça donne juste assez d'énergie pour les minutes qui suivent. Donc, pour reprendre un deuxième morceau de chocolat, ça ne remplacera pas ce que vous avez manqué dans votre nuit. C'est une sieste de 20 à 30 minutes, c'est une bonne façon de récupérer. Les patients avec de l'apnée ont besoin de faire ça. Les patients qui ont un sommeil fragmenté, les gens qui ont sont réveillés la nuit par des événements, un voisin bruyant, ainsi de suite, mais bien le doser avec les insomniaques. Idéalement, si quelqu'un se couche à 9 heures le soir, ça doit se faire avant 3 heures l'après-midi, donc un délai de 5 à 6 heures. Idéalement, elle ne devrait pas durer plus que 15 à 30 minutes, donc on suggère d'utiliser un réveil. Et si on dépasse les 45, 50, 60 minutes, on tombe dans un sommeil de niveau stade 3, qui est un sommeil à ondes lentes. Et là, on va avoir l'ivresse du sommeil quand on va se réveiller. Si on a dormi un 90 minutes, ça peut nous prendre 90 minutes avant d'avoir toutes nos fonctions cognitives bien rebranchées. Donc, il y a une inertie du sommeil et on a, en anglais, ils appellent ça le grogginess, là, les gens sont un peu perdus. Évitez les stimulants en fin d'après-midi, en soirée, les chocolats, boissons gazeuses, café, thé, OK, et cigarettes. Et bon, ça, j'ai des patients qui se réveillent en pleine nuit, puis ils sont réveillés, ils allument une cigarette. Là, c'est sûr que tu viens de stimuler ton système de vigilance, c'est pas idéal pour redormir. Évitez les repas lourds au moins 2-3 heures avant le sommeil et évitez la part excessive de liquide. Ça, les patients en douleur ont souvent tendance à prendre un thé pour dormir, un thé pour détendre les muscles, un thé pour la douleur, 3 tasses d'eau chaude. C'est sûr qu'on se réveille pour faire pipi 2-3 heures après. Donc, ça peut paraître ridicule ce que je dis là, mais c'est des choses qu'il faut vérifier. Les chiens et les chats devraient dormir hors du lit. Ces animaux-là se déplacent la nuit. Ce sont des animaux avec un sommeil polyphasique. Donc, ils sont comme des jeunes enfants, ils vont dormir 1 heure, réveiller 2 heures, et ils ont des périodes où ils dorment plus dans la journée. Et quand vous partez travailler, eux, ils n'ont aucun problème, ils vont dormir 3-4 heures. Okay? Donc, soyez vigilants avec les animaux qui bougent beaucoup. Ça peut être une des causes de mauvais sommeil. Les conseils cognitifs et comportementaux, la thérapie avec les psychologues, c'est idéal, mais il ne faut pas non plus aller à l'extrême avec le yoga, la méditation. Tout doit être balancé, durée de sommeil, qualité du sommeil, durée de sommeil, qualité de sommeil. Les évidences sont, c'est difficile dans des études randomisées de démontrer les bénéfices de ces techniques-là, mais il y a des gens chez qui ça fonctionne super bien. Si votre patient, ça fonctionne super bien, si pour vous, ça fonctionne super bien, go, OK, allez-y. Les médicaments pour dormir. Bon, ça va aider à améliorer la qualité de sommeil, on va s'endormir un peu plus vite. Tous les Z-pills, zolpidem, zopiclone, ces pilules-là ne doivent pas être mélangées avec la morphine, elles peuvent amener des problèmes. La pilule pour dormir la plus utilisée aux États-Unis, elle n'est pas approuvée par le FDA américain, c'est le Désirel, le trazodone à faible dose.
Pourquoi? Parce qu'il calme le système de coucou en augmentant la résistance des micro-éveils. Donc, le système de coucou ne va pas s'activer 15 fois par heure de sommeil, il va s'activer beaucoup plus calmement aussi. Donc, pourquoi aux États-Unis, c'est la pilule pour dormir la plus prescrite? C'est la moins chère. Elle est environ 2 à 3 fois moins chère que ce qu'on appelle les Z-pills. Les antidépresseurs, il y a des débats, comme le prégabalin, ont des effets de somnolence, peuvent aider au sommeil par la sérotonine, la norépinéphrine. Le prégabalin, tous les gabapentinoïdes vont aider aussi, beaucoup de somnolence, mais encore une fois, ne pas mélanger avec les opiacés. Il vient de sortir un article cette semaine où les gens qui mélangeaient les Z-pills et les gabapentinoïdes, mais c'est associé à des décès. On va le revoir tout à l'heure. Donc, Santé Canada et l'FDA américain ne recommandent pas le mélange des opiacés avec les gabapentinoïdes et il faut bien évaluer le risque des patients. Il y a des patients qui sont plus à risque, c'est probablement pas tous les patients, mais coupez pas ça du jour au lendemain à vos patients là, parce que les patients vont aller faire autre chose. Donc, il faut que ça soit bien géré et bien balancé. Ici, c'est l'étude dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. 75% des décès aux États-Unis associés aux opiacés. Il y avait 3,6% qui étaient associés opiacés et Z-pills gabapentinoïdes. Ce qui est un peu surprenant, c'est la progression d'à peu près 1,5% à 5% sur une période de 18 ans. Mais on voit ici qu'il y a un plateau à partir de 2015. 2015, c'est la période aux États-Unis, on a demandé de diminuer les doses d'opiacés, de mieux contrôler la chose. Mais souvent, les patients ont mélangé avec plus de Neurontin, Lyrica. Donc, ça crée une espèce d'imbalance et il faut juste être conscient de ces problèmes-là. Ce qui m'a surpris de cette étude, qui est une étude très large, qui vient juste d'être publiée la semaine dernière, c'est, moi, je pensais que c'était beaucoup de suicides. Non, c'est beaucoup d'accidents, accidents de voiture, accidents de travail. Donc, il faut être vigilant avec ces substances-là. Ici, des données qui commencent à dater un petit peu, qui viennent de 2011 à 2018 en Nouvelle-Écosse. Ils ont regardé chez les gens qui ont eu un décès associé à des opiacés et il y avait des cocktails, benzodiazépines, antidépresseurs, cocaïne, alcool, Benadryl. Aux États-Unis, le cannabis était très faible, la cocaïne est un peu plus faible, mais il y a des différences aussi de comment les études ont été faites, comment les analyses ont été faites. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que les benzodiazépines, les Z-pills, toutes ces substances-là peuvent, avec les opiacés, avoir une diminution du tonus musculaire et vont jouer sur le seuil de sécurité des coucous systèmes pour maintenir les gens éveillés et vont augmenter la désaturation et faire que le patient va tomber en hypercapnie. Donc, il faut bien balancer. Est-ce que ce sont tous les patients? Il y a des évidences qui suggèrent que c'est peut-être un patient sur 3 qui serait à risque, mais il faut juste être prudent. La mélatonine. Bon, là, j'ai une question fréquente que j'ai. Je m'en vais en Europe parce que je dois en prendre. Oui, quelques jours avant. Oui, ajuster ton rythme, essayer de te coucher un peu plus tôt, un peu plus tard, selon où tu t'en vas. On peut tolérer assez bien un décalage d'1 heure ou 2 heures. Comme moi, au Brésil, je suis 2 heures en avance sur vous. Mais si vous allez donner une conférence à San Francisco et que vous partez à Paris 2 jours après, là, votre système biologique va être perdu. J'ai des patients qui sont de bons répondeurs, qui nous disent qu'ils fonctionnent bien. Quand mes collègues médecins prescrivent de la mélatonine, ça existe, on peut la prescrire. Il y en a aussi en vente libre en pharmacie. Et moi, je dis aux patients de vérifier avec le pharmacien. Le cannabis, la question la plus fréquente, surtout depuis que le cannabis est maintenant accepté, toléré au Canada, il faut bien expliquer aux patients que le CBD a tendance à calmer. Donc, certains patients vont utiliser des mélanges de CBD dominants pour dormir et à l'éveil le matin, ils vont se prendre du THC et pour vous aider, pour s'en rappeler, CBD, c'est calme, THC, tension, hyperactivité. Et ici, donc, pour certains patients, ils vont jouer avec ça, d'autres vont jouer avec ça quand ils ont de l'apnée. Et là, ici, il faut être hyper prudent.
Et parce que souvent, mes patients, il faut les référer à la clinique du cannabis, ils se font des mélanges, ils se ramassent à l'urgence avec des réactions illogiques. Et donc, j'aime pas quand les gens s'auto-ajustent eux-mêmes sans avoir de suivi. Ici, je voulais juste vous rappeler que souvent nos patients mêlent toutes sortes de choses, du tryptophane qui agit sur la douleur et l'humeur. Valériane, j'en ai parlé tout à l'heure, les thés à la valériane pour relaxer les muscles, pour aider à s'endormir. La lavande qui aide à dormir. Le cava ne serait pas disponible au Canada, mais quand je vois pas disponible, je me méfie toujours. La camomille peut avoir des effets sur les benzodiazépines. Les fruits de la passion auraient des effets sur l'humeur. Et je sais qu'il y a des collègues pharmaciens qui m'écoutent, qui m'ont écrit, et eux connaissent beaucoup plus toutes ces interactions, mais je veux juste qu'on n'oublie pas que souvent les patients mélangent les choses. L'apnée du sommeil, c'est le prototype classique, le monsieur avec un gros coussin gonflable, petite mâchoire, obésité, beaucoup de gras dans la langue. Le gras n'est pas qu'autour de la ceinture, c'est un des problèmes, le gras dans la langue, et on ne peut pas faire de liposuction dans la langue. Donc, il faut comprendre que l'apnée du sommeil, c'est associé à des arrêts respiratoires de 10 secondes, baisse d'oxygène, augmentation de l'hypercapnie. Ça peut être obstructif, on a parlé tantôt, amygdale, rétrognathie, palais étroit, le gras dans la langue, obstruction nasale, les ORL sont super importants. Donc, l'homme, plus de 50 ans. L'apnée peut être centrale, surtout alcool, benzodiazépine, gabapentin, opiacés. Il y a toute une série de facteurs anatomiques qui peuvent expliquer la rétrognathie, on a parlé tout à l'heure, l'accumulation de gras, l'inflammation au niveau des voies respiratoires, entre autres chez la femme enceinte, et il y a plusieurs problèmes qui peuvent être associés. Et maintenant, on sait que les problèmes anatomiques sont à peu près dominants chez 60 à 70% des gens. On a des gens qui ont une faible réponse musculaire. C'est ici que certains patients qui prennent des antidépresseurs ou qui jouent avec des doses de cannabis vont dire qu'ils respirent mieux. Et là, moi, je suis toujours très prudent quand ils jouent avec le cannabis. Je les réfère chez mes collègues en labo de sommeil. Et présentement, il y a des médicaments, des combinaisons d'actomexotine et de substances muscariniques pour augmenter le tonus musculaire. C'est un gros domaine de recherche. Il y a des gens, quand ils dorment, qui vont surréagir aux problèmes respiratoires. Ces gens-là, on doit les traiter pas avec une orthèse dentaire, mais avec un CPAP, une machine qui pousse de l'air. C'est ici que ça agit le mieux, ça agit là et là. Et le trazodone que je vous parlais tout à l'heure pour calmer le système de coucou. Donc, il y a différentes approches où le problème est plus dominant. Là, présentement, on commence à avoir des techniques pour mieux phénotyper les patients. Le traitement standard, c'est la PPC, le CPAP, donc la pression continue. C'est un problème pour les patients pour le porter. Il y a beaucoup de patients qui sont irréguliers, qui le portent 4 heures, ils se réveillent pour aller faire pipi, ils ne remettent pas le masque, ils arrivent en sommeil paradoxal au petit matin, le moment où ils en ont le plus besoin, ils n'ont plus leur masque. Donc, il faut vraiment motiver les patients et c'est pour ça, souvent, il faut aller en thérapie cognitivo-comportementale pour aider le patient à avoir un bon technicien en inhalo qui choisit le bon masque, soit nasal, soit qui couvre la bouche, la bonne pression et ainsi de suite. Problème d'aérophagie. Une des alternatives est l'orthèse dentaire qui est moins efficace. Le traitement de choix est toujours la PPC. Travailler sur l'alimentation, les preuves sont modestes. S'il y a beaucoup de motivation, ça va aider. Et les exercices oropharyngés, surtout chez les gens jeunes avec de l'apnée légère. Donc, le traitement de choix, la PPC, l'exercice physique, ça contribue à renforcer toute la musculature. La combinaison est idéale et les orthèses d'avancement mandibulaire. Chez certaines personnes, les gens ont tendance à dormir sur le dos. C'est un des facteurs associés au ronflement, à l'apnée du sommeil et au grincement des dents. Donc, ça, on peut l'identifier avec des systèmes qui nous permettent de savoir combien de temps la personne passe sur le dos. Et ces appareils-là, ici, vont même vibrer pour que la personne apprenne à se tourner. Il y a des coussins dorsaux. Donc, c'est une étude que j'ai faite à Lausanne avec un collègue et on avait des gens qui avaient de l'apnée positionnelle et ces gens-là n'avaient pas besoin de CPAP, pas besoin de PPC après. L'acupuncture, à ma grande surprise, ça a des effets, mais vous voyez que l'effet n'est pas dramatique. On va réduire l'index d'apnée, d'hypopnée,
d'à peu près 5-6, donc on n'a pas, mais ça peut être des effets additifs. Le TNT, c'est les corticostéroïdes, c'est une terminologie utilisée en ORL, corticostéroïdes décongestionnants antihistaminiques. Les évidences sont plutôt partagées. Et il y a un Lavigne ici, c'est pas moi, là, c'est François Lavigne qui a un ORL. Et c'est surtout efficace, c'est des allergies rhinites et ainsi de suite. Ces cas-là, mes collègues en sommeil à Sacré-Cœur et au CHUM collaborent avec les ORL. Les dilatateurs nasaux, c'est idéal pour le ronflement, surtout celui qui est dans le nez. Ceux qui font juste tirer de l'extérieur sont moins efficaces. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça peut vous être demandé. Mouvement des jambes, les gens qui pédalent, qui jouent au foot dans le sommeil, c'est dominant chez les hommes, souvent présent à l'adolescence, 8 à 12 des Caucasiens, moins chez les Asiatiques, transmission génétique. Le diagnostic se fait par EMG et plusieurs médicaments reliés à la dopamine, dans certains cas des opiacés, tels que la codéine, sans problème respiratoire. C'est une grande surprise. Présentement, Harvard sont en train de suivre des grandes populations. Reflux gastrique, vous savez tous c'est quoi, retour de la nourriture, c'est exacerbé par la position dorsale, repas lourd, alcool, chocolat, repas tard en soirée. Ça peut être associé à des sons gutturaux. Ça peut amener des ulcères de Bartlett au niveau de l'œsophage. 7 à 10 de la population. Et position du sommeil importante, diète et médicaments. Et là, ici, il faut être prudent. Quels médicaments utiliser? Le bruxisme, le grincement des dents, c'est associé à du stress, l'anxiété, position dorsale, peut être associé à des troubles respiratoires, rarement, heureusement, associé à du claquement de dents qui suggère de l'épilepsie ou la maladie neurodégénérative, le RBD, Brain Behavior Disorder. On sait qu'il y a à peu près 12 de la population, donc c'est plus fréquent chez les enfants, ça diminue avec l'âge, ça peut amener des problèmes au niveau des mâchoires. Les dentistes vont faire des orthèses pour protéger les dents. Ça n'arrête pas le grincement, sauf que les gens vont grincer sur du plastique. Si c'est un patient ronfleur, on ne fait pas l'appareil en haut, on fait l'appareil en bas. Pourquoi? Parce que l'appareil en haut pousse la langue vers l'arrière-gorge. Et les cas de ronflement avec apnée légère, on va avec des orthèses d'avancement mandibulaire. Ça, c'est une fait à Québec, une fait aux États-Unis, et il y a différents modèles qui peuvent être utilisés. Les médicaments pour le bruxisme, c'est le Rivotril, clonazepam qu'on utilise rarement. Les effets sont un peu paradoxaux. Et le seul qui est basé sur des évidences pour des cas extrêmes associés avec des problèmes prescrits par le médecin, c'est le catapresse, la clonidine. Les dentistes ne touchent pas à ça. En passant, c'est une étude que j'ai faite avec des cardiologues qui a été reproduite au Japon. Le Botox est bon pour diminuer la force, mais il n'arrête pas le nombre de fois que les gens vont toucher leurs dents. Le problème, ça agit pour 3 mois, ça coûte à peu près 1 000 $ et il faut savoir que le Botox ne reste pas dans le muscle, il peut revenir au niveau du cerveau. Donc, le message, apprendre à personnaliser et autant que possible suivre les évidences probantes, ce qui est accepté et acceptable. Notre rôle comme clinicien, c'est de bien balancer. Et ici, on a un mauvais sommeil chez quelqu'un qui a de l'insomnie, mais est-ce que l'insomnie est plus fréquente chez les femmes? Oui. L'apnée plus fréquente chez les hommes. Les femmes post-ménopause, donc tenir compte de l'âge et tenir compte des comorbidités pour choisir le meilleur traitement pharmacologique, approche cognitive, approche par de la musique douce. Les physiothérapeutes sont des alliés excessivement importants dans ces approches-là. Fait que je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Dr. Lavigne. Donc, je pense qu'on était tous captivés, là, puis vous avez beaucoup répondu à plusieurs de nos questionnements en cours de route, mais j'aurais une petite question pour vous. Donc, on voit qu'il y a vraiment de plus en plus de nos patients qui cherchent une pharmacologie là, pour le sommeil, puis on en prescrit beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'effet de la pharmacothérapie sur la qualité du sommeil un peu plus en profondeur peut-être? Est-ce que ça dérange les stades du sommeil chez nos patients, là, chez qui on prescrit ça? OK. Là, ici, je suis prudent. Moi, je suis dentiste. C'est mes collègues médecins qui travaillent avec ça, là. Et mais la première chose qu'il faut retenir, et quand je regarde toute la littérature et aux conférences où j'assiste,
L'outil pharmacologique est un outil de transition. C'est après 3 semaines à 3 mois, ces pilules-là ont tendance à plus avoir trop d'effets. On se demande si le patient ne développe pas plus comme une sécurité avec ce médicament-là. Chez les gens âgés, vous savez comme moi, vous êtes médecin, qu'il y a plus de chutes, donc c'est un gros problème. Il faut être très, très prudent. Et ça favorise le début du sommeil. Les gens vont s'endormir plus vite. Le problème qu'on a souvent avec les gens plus âgés, c'est qu'ils vont se réveiller au milieu de la nuit et ils ne savent plus trop s'ils ont pris leur pilule la veille et ils se reprennent une deuxième pilule pour redormir un 3-4 heures en disant « je vais vraiment être mieux demain matin ». Et là, ils sont cognitivement un peu dérangés le matin. Et là, souvent, ils sont perçus comme des gens qui commencent à avoir des problèmes cognitifs. Et donc, il faut vraiment balancer versus risque de chute, problèmes cognitifs, vigilance le jour. Le traitement idéal, beaucoup d'études faites à Québec par Charles Morin, par Joseph de Coninck chez vous à Ottawa. Il y a eu beaucoup d'études de fait. Et les études européennes montrent que le meilleur traitement, c'est l'approche cognitivo-comportementale avec un psychologue. Là, le problème qu'on a, c'est qu'il y a des psychologues qui sont que des psychologues de trauma. Il y a des psychologues qui sont que des psychologues d'insomnie. Mais le patient, là, souvent, il y a de l'insomnie parce qu'il y a eu un trauma. Il y a de l'insomnie parce qu'il y a de la douleur. Et une de mes collègues, Nicole Tang, qui est à Londres, a mis en évidence que les meilleurs traitements, c'est des thérapies hybrides en psycho, où ils vont travailler sur la comorbidité. Le patient a de l'insomnie, mais il y a de la douleur. Et là, il applique les deux. Donc, nos collègues psychologues doivent aussi accepter ça. Puis il y en a qui disent non, moi, c'est ça ou rien. Mais les patients sont pas faits de même, là. Fait que, donc, soyez prudents. Le trazodone est très, très prescrit. Il y a aussi des problèmes. Le trazodone, on a des patients qui font des chocs vagos. La dose est très, très critique. Moi, les patients avec il y a le zolpidem, zopiclone, là, le zopiclone se plaignent souvent de mauvais goût dans la bouche, persistant. Là, ça, c'est vraiment, puis il y a d'autres patients qui ne vont pas lâcher ce médicament-là. C'est leur médicament. Beaucoup de patients plus âgés vont mélanger un peu d'alcool avec ces pilules-là. Donc, ça, c'est pas idéal. Il faut vraiment parler avec le patient. Si le patient prend des opiacés, puis il se prend un peu de morphine, puis il se prend son Z-pill en dormant, fait qu'il y a tout un mélange qu'il faut faire ici. Je vois quelqu'un qui demande les thérapies en ligne. J'ai posé la question à Charles Morin. OK, et Charles est un peu mitigé face à ces techniques en ligne. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. On n'a pas apparemment ça couramment disponible ici. J'ai aussi vu une petite question passer. Qu'est-ce que vous pensez du bruit blanc pour le sommeil, le fameux white noise qui cache les autres bruits? OK. Il y a des gens chez qui ça fonctionne très bien. J'ai une collègue qui est neurologue à Chicago, Félicie. Elle utilise du pink noise. Et Julie Carrier, qui est d'Ottawa, qui travaille à Montréal avec nous maintenant, elle s'intéresse beaucoup à ça. Et le pink noise, on l'applique pendant le début du sommeil parce qu'il va amener le patient plus profond dans le sommeil. Il va augmenter la puissance des ondes lentes. Comme toutes ces approches-là, c'est comme l'effet placebo. Tantôt, je parlais de l'analgésie placebo. C'est à peu près 50 à 60% des patients, quand on va leur faire un conditionnement les convaincre que notre analgésie fonctionne, qui étaient des répondeurs. On a toujours des non-répondeurs. À la mélatonine, vous avez la même chose aussi. Donc, je pourrais continuer longtemps encore, là, mais... Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui jurent par les petites machines à son, là, à son blanc pour leur enfant. Oui, mais quand ça fonctionne, c'est bien. Moi, je n'ai pas entendu parler de problème. Donc, peut-être une petite dernière question pour la dernière minute. Vous avez mentionné un peu là, de monitorer le sommeil. Est-ce que vous aimez ça, le genre de Fitbit puis tout ça? Est-ce que les gens deviennent un peu trop perturbés par la chose? Avec leur téléphone ou avec les montres? Les petites montres intelligentes puis tout ça. Bon, il y a des gens qui deviennent trop obsessifs. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est mes collègues psychologues avec l'insomnie, où justement les gens qui ont des problèmes à garder le sommeil doivent travailler là-dessus. Il ne faut pas devenir excessif. Il faut laisser à notre biologie de faire le travail. Il faut apprendre à lâcher prise.
Et ça, c'est pas facile. Donc, je vous remercie encore là, pour la présentation de ce soir, puis un rappel à tous les participants de remplir l'évaluation pour donner une rétroaction. Merci à tous ceux qui sont venus écouter la présentation ce soir.